Nicolas Borassino, vous êtes jeune ingénieur lillois et vous avez fondé la société Bentix et vous avez notamment développé un drone sous-marin. Nicolas Borassino, vous êtes là pour nous en parler puisque vous êtes jeune étudiant ingénieur à l'école HEI, c'est ça? C'est ça. Et vous avez donc développé, notamment en plus pendant le Covid, enfin il y a eu pas mal de choses qui se sont passées puisque si je reprends la genèse, vous êtes donc en deuxième année d'école d'ingénieur, vous avez eu lors de votre classe préparatoire un projet à réaliser sur le thème de l'océan et ce sous-marin que vous avez donc créé, donc ce Bentix, fait partie d'un projet scolaire, c'est bien cela? Exactement. En fait, pour remettre un peu dans le contexte, quand j'étais en deuxième année de classe préparatoire au lycée La Salle à HEI, on devait réaliser tout au long de l'année un projet sur le thème de l'océan. Alors moi qui suis un passionné de prototypage, de robotique mobile et d'innovation technologique de manière générale, je me suis dit pourquoi pas concevoir un drone et sous-marin et avec les dispositifs qu'on avait à l'école. Et donc on est parti avec mes camarades dans cette aventure et puis malheureusement il y a eu le premier confinement, Covid. Ce qui a fait qu'on a dû rendre une maquette non fonctionnelle. Et puis au final, je me suis dit, étant donné que c'est moi qui avais eu l'idée au départ, pourquoi pas continuer à développer ce projet de mon côté et voir jusqu'où je pouvais aller tout simplement. Et ce qui m'a permis d'arriver là où je suis à l'heure actuelle, parler à différents acteurs dans le domaine du naval et puis acquérir une certaine expérience dans différents domaines parce qu'un tel drone, ça couvre à la fois la conception, l'électronique, la programmation et puis le domaine sous-marin, c'est un environnement très contraint. Il y a l'étanchéité, il y a la pression, il y a la communication aussi. Donc c'est vrai que de mon côté en tout cas, c'était vraiment challengeant. Alors il est là, vous allez nous le montrer, alors n'hésitez pas à le prendre et à nous le présenter, donc votre sous-marin, votre drone sous-marin. Donc il est réalisé, vous l'avez réalisé donc totalement en plus en 3D. Exactement. Ça c'est intéressant. Pourquoi l'avoir fait en impression 3D? Alors il s'agit à l'heure actuelle du premier drone sous-marin entièrement imprimé en 3D dans sa catégorie. C'est une catégorie ROV, en anglais c'est Remotely Operated Vehicle. Donc en gros c'est un véhicule télécommandé à distance, en filaire, par un opérateur. Et pourquoi l'impression 3D? L'impression 3D, ça fait partie d'une branche de la fabrication additive, qui s'oppose en fait à la fabrication soustractive. On connaît notamment l'usinage, ce genre de choses. Des procédés de fabrication qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Là, l'avantage dans mon projet, c'est que ça permet deux choses. Le prototypage rapide et pour avancer dans certaines démarches et dans certains projets, on peut réaliser des pièces très rapidement. Donc vitesse de production élevée, réduction des coûts de production. On peut réaliser des formes comme ce drone-là relativement complexes qu'on ne va pas forcément pouvoir réaliser avec un moule par exemple. Oui. Vous pouvez même lui adjoindre des choses puisque c'est de l'impression 3D. Donc on peut, si on veut, rajouter des pièces par-dessus aussi. Exactement, c'est ça le but, c'est que vraiment on puisse le customiser et faire des formes géométriques. Et puis à côté de ça, l'impression 3D offre aussi la possibilité de réaliser des pièces avec différents matériaux suivant les projets et les utilisations qu'on va en faire. Combien de temps ça vous a pris pour faire cet engin, en sachant que en temps complet, puisque ça s'est passé un peu sur plusieurs périodes, mais... Ça fait maintenant plus de 3 ans que je développe ce drone sous-marin en parallèle de mes études. Alors je ne suis pas à temps plein du coup dessus, mais ça restait et ça reste toujours mon hobby, mon loisir principal en dehors des cours et sur lequel je travaille. Et j'en suis fier à l'heure actuelle, j'en suis content parce que ça demande beaucoup de travail. Là, on ne vend pas des cacahuètes d'une certaine manière, on vend quand même un robot mobile qui va devoir faire face à certaines contraintes et qui va devoir aller dans l'eau. Et techniquement, c'est challengeant. Et puis, mes partenaires et moi, on essaye de développer davantage tout ça. Il existe des drones sous-marins déjà aujourd'hui. En quoi, par exemple, le vôtre serait différent de ce qu'on voit aujourd'hui? Puisque là, il est petit, certes, il est assez compact, il est assez pocket. Qu'est-ce qu'il aurait de différent? Moi, je dirais déjà d'abord, quel est le problème à l'heure actuelle? En fait, le fait de parler avec certains acteurs dans le domaine du naval, mes échanges avec certains professionnels ou même particuliers, et puis moi, mes recherches de mon côté, et lors de mes stages, j'ai remarqué que les drones sous-marins actuels étaient relativement imposants, coûteux
difficilement transportables et déployables. Et donc je me suis interrogé, je me suis demandé comment on pourrait rendre plus abordable l'utilisation de ce type de drone sous-marin. Voilà, donc là on le voit, hein, c'est vraiment une question de poids, en même temps ça débobine. C'est vrai qu'on a la vidéo qui arrive en même temps et qui montre un petit peu ce que l'on voit en fin de compte. Et donc c'est vrai que globalement ils sont assez gros, assez chers, assez difficiles à manier, à mettre en eau, etc. Donc le vôtre il est très facilement maniable. Exactement. La valeur ajoutée de Bentix ici, c'est quoi? C'est que c'est une version pocket, abordable, compacte, légère, facilement transportable et déployable dans l'eau. C'est vraiment ça qui fait sa différence sur le marché. Et là, on est quand même sur un budget de 500 euros. Donc, vous pouvez regarder vous-même sur Internet. Ça fait partie certainement des drones les plus abordables sur le marché à l'heure actuelle. D'accord. Et alors, il va se destiner à quelles applications, par exemple? Puisque là, aujourd'hui, est-ce que aussi bien un particulier qu'une entreprise, qu'une grosse société pourrait avoir à utiliser, peut-être en acheter plusieurs, et puis développer sa flotte, et puis l'envoyer partout? À quelle destination ce drone? Là, ici, vous avez un prototype sur lequel on travaille. Mais quand je vois long terme et quand j'essaye de me projeter, j'envisage de réaliser 2 versions de drones sous-marins, toujours en restant dans l'aspect pocket. Une version destinée aux particuliers, toujours abordable, où ils pourront capturer des moments inoubliables, ils pourront partager ces moments-là en famille ou même sur les réseaux sociaux et accéder à des endroits où ils n'ont pas accès à l'heure actuelle, les fonds marins de manière générale. Et puis une autre version dédiée à des usages un peu plus spécifiques pour les industriels, alors notamment l'aquaculture, qui dans un domaine dans lequel Bentix pourra intervenir. Imaginez, regarder, voir sous l'eau s'il y a des trous au niveau des filets. À côté de ça, d'autres applications, notamment le maritime, les ports, l'inspection de coques de bateaux, de pontons, ce genre de choses. Un autre domaine aussi, la défense. La défense, dans le cadre de mes stages, j'ai fait plusieurs expériences, notamment dans le naval de défense. Donc j'ai pu parler avec certains acteurs à ce niveau-là. Et ils m'ont dit qu'il y avait un réel besoin en termes de version pocket. Pour les commandos de la marine, les forces spéciales qui vont partir en mer, en mission mer, plusieurs jours, plusieurs semaines, et ils ont besoin d'être autonomes sur leur bâtiment. Et il y a aussi une question de place, de volume. Oui. Et on peut s'imaginer très bien imprimer sur place les prototypes et les déployer rapidement et facilement dans l'eau. Et puis après, il y a aussi d'autres applications, notamment dans tout ce qui touche les énergies, inspection de barrages, d'hydroliennes, éoliennes offshore, centrales hydroélectriques ou plateformes pétrolières. Et puis, dernier point, tout ce qui touche aux sciences océaniques, la recherche scientifique. On l'a vu récemment, le blanchissement des coraux, que ce soit en mer Méditerranée, mais de manière générale, partout Partout, il y a des récifs coralliens. Oui, et l'inspection même d'animaux sauvages, par exemple en Antarctique, on ne va pas forcément faire appel à des hommes. Ils peuvent risquer certaines choses. Là, on a quelque chose d'abordable et qui va permettre de réduire au maximum le risque pour l'homme. Il a un fil, bien sûr, il est filaire, hein, forcément, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir des images. Donc, on peut descendre jusqu'à combien avec un appareil comme celui-ci? À l'heure actuelle, on peut descendre jusqu'à 20 mètres. Donc 20 mètres, sachant qu'avec les simulations qu'on a réalisées et les tests dans des cuves à haute pression, on est monté facilement jusqu'à 20, 30, 40 mètres, en tout cas en impression 3D. Sachant que descendre au-delà, moi, ça ne va pas forcément m'intéresser parce que descendre déjà à 20-30 mètres, ça va couvrir une panoplie d'applications, celles que j'ai citées tout à l'heure. Vous avez donc testé, bien évidemment, puisque vous avez fait partie d'un incubateur Nausicaa, donc le plus grand aquarium d'Europe. Vous avez pu tester, vous avez testé quoi exactement dans cet aquarium? Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir en conditions réelles, du coup? Effectivement. Alors, il faut savoir que j'ai 2 partenaires principaux. Ça va être mon école HUI Junia, qui me permettent de financer mon incubation en tant que porteur de projet à Nausicaa, et en particulier leur incubateur, le Blue Living Lab. Et ils m'apportent quoi? Déjà un soutien, que ça soit au niveau technique et au niveau business. Technique, là, justement, cette année, je vais renouveler avec eux la convention. Ça m'a permis de tester la maniabilité du drone, la stabilité,
tout ce qui touche la flottabilité, faire en sorte que le drone ne coule pas, mais ne flotte pas non plus, qui reste en fait à une position neutre dans l'eau. Et puis tout l'aspect aussi communication, donc vraiment des tests techniques assez spécifiques là-dessus. Et puis l'aspect business, rencontrer les clients, les fournisseurs et d'éventuels partenaires. Donc là, vous êtes sur un prototype, on est bien d'accord, hein. Donc là, l'idée, c'est de se déployer encore. Donc la suite pour Bentix, alors ce serait quoi justement? Est-ce que ce serait d'autres partenaires? Une équipe peut-être, parce que vous êtes tout jeune, hein. On peut donner votre âge, vous avez J'ai 21 ans, bientôt donc, 22. c'est quand même très très jeune. Alors effectivement, vous avez là toute la vie devant vous pour développer beaucoup de Bentix. De quoi auriez-vous besoin aujourd'hui, par exemple? Comme vous dites, là, à l'heure actuelle, on est encore en phase de prototypage et en validation. Et on vient en ce moment même de lancer une levée de fonds sous forme de crowdfunding sur la plateforme Kickstarter qui va permettre de développer davantage le projet et enfin arriver à un produit fini et commercialisable par la suite. Donc ça va être au niveau financier qui va être intéressant de voir tout ça et permettre du coup au projet de voir enfin le jour et d'être commercialisable. Très bien, professionnel, particulier, enfin il y a toute une panoplie de choses possibles à faire. Exactement. Bon, ce sera donc notre mot de la fin. Si vous aussi vous souhaitez d'ailleurs aider Nicolas Borassino sur le développement de son prototype, n'hésitez pas puisque vous trouverez le lien après cette émission.